20h, 21h, France Info, les informés, Victor Matet. Juan José Dorado, ça va pas un peu saper le travail de Manon Aubry, qui peut-être, elle, préférerait se pencher sur des thèmes européens, ce genre de discours? Le problème, c'est qu'à LFI, aujourd'hui, l'homme charismatique, ça reste Jean-Luc Mélenchon et pas Manon Aubry. Donc cette élection, on va voter pour l'Europe, mais en fait, effectivement, et il l'a dit, et ça a été toujours comme ça, on va surtout essayer de porter un coup à Emmanuel Macron en regardant vers 2027. Mais il n'y a rien de nouveau sous le soleil avec Jean-Luc Mélenchon. Il a aujourd'hui exposé, ça a été surtout lui qui a exposé, qui vont être les thèmes de la campagne. Ça va être de la politique intérieure par rapport à Emmanuel Macron. Ça va être la guerre en Ukraine, entre l'Ukraine et la Russie. Et ça va être aussi la Palestine. Donc voilà les sujets dont il a parlé depuis des mois. Et c'est là où il va s'appuyer effectivement pour dynamiser cette campagne. Manon Aubry, il faut le reconnaître quand même, LFI n'a que 6 députés en Europe. Ils peuvent en avoir 7, 8, 9 et encore. Mais ils n'ont pas de voix en Europe aujourd'hui. 20h, 21h, les informés, Victor Matet. Et nous évoquions Jean-Luc Mélenchon et la France Insoumise à l'occasion du lancement des européennes, de la campagne des européennes pour le parti. Juan José Dorado, quel regard on a de Jean-Luc Mélenchon en Espagne? Il a le parti Podemos qui se rapproche un peu de la France Insoumise. Comment on le regarde, Jean-Luc Mélenchon? Alors c'est vrai, c'est une histoire tout à fait particulière puisque vous savez que Jean-Luc Mélenchon a des origines espagnoles. Il parle espagnol. Il est ami. Il était de Pablo Iglesias, qui était vice-président du gouvernement espagnol. Souvent, depuis que Podemos est né, il a essayé de copier le système Podemos. Il n'a pas réussi à le faire, puisqu'en Espagne, Podemos est arrivé au gouvernement, a eu des ministres, donc, ce qui n'a pas été le cas pour lui. Donc, on a un regard un peu particulier sur lui, qui n'est pas un regard aussi dur que vous avez en France, en général, envers lui, mais aussi parce que nous le voyons d'être loin. Et puis, nous avions, entre guillemets, si vous permettez cette expression, l'original avec Pablo Iglesias qui a réussi. Donc, pourquoi garder Mélenchon, qui était en fait la copie française, qui n'a pas encore réussi? Où en est au Podemos aujourd'hui, d'ailleurs? Aujourd'hui, Podemos est très mal parti, va aller seul aux élections européennes. À tout casser, il aura 2 députés maximum, mais c'est vrai que Podemos, la coalition, a complètement explosé. Et aujourd'hui, c'est un parti qui n'est même pas au gouvernement. C'est plutôt les députés du Parti communiste espagnol qui avaient pratiquement disparu, qui ont rené de ses cendres et qui sont aujourd'hui au gouvernement. Je pense que le mot principal, c'est enlisement. Et c'est à cause de l'enlisement qu'on a peut-être une lueur d'espoir de trouver une solution. Parce qu'effectivement, je ne pense pas que ce soit le Hamas qui a les cartes en main, parce qu'effectivement, Gaza a été détruite, 2,5 millions de personnes déplacées, la famine qui est là, plus de 30 000 morts parmi la population civile. Donc ils n'ont pas la main. On ne sait pas s'il y a 30 000 morts, ce sont les chiffres du Hamas qui ont été examinés par des statistiques. Même cités et reprises par le président Biden, qui est quand même proche de ce sont les seuls Israël. chiffres, en tout cas, dont on dispose. Ce sont les seuls. Donc le Hamas, je ne pense pas qu'il ait les cartes en main, mais en même temps, ce n'est pas non plus Israël, du fait que, et Richard l'a dit effectivement, l'image internationale d'Israël est fortement touchée. Vous avez même effectivement dans le camp démocrate aux États-Unis qui demande des élections et le départ du Premier ministre Netanyahou. Donc les 2 partis sont obligés d'aller chercher justement cette lueur d'espoir et cet accord, cette trêve. Donc peut-être on va s'accrocher à la seule chose qu'on a aujourd'hui, c'est cette proposition du Hamas. Est-ce qu'elle va rester dans l'État? Forcément pas. Mais de toute façon, c'est un point d'entrée. À moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est ce qui va se passer lundi matin. Dès qu'on aura lundi les résultats de cette élection. Quels sont les positionnements qui vont être pris par Vladimir Poutine par rapport justement à l'Ukraine? Est-ce qu'il va encore dire, voilà, on va remettre une couche parce qu'on se sent fort, parce que vous regardez, mon pays est derrière moi. Et donc, le risque, c'est que dans les jours, dans les semaines à venir, on voit parce qu'en plus, la participation s'annonce forte, elle est provoquée et elle risque d'être forte. Si vous croyez aux résultats, donc même en ceux de la participation. Mais c'est ça qui m'inquiète le plus, c'est ce qui va passer en Ukraine dans les jours, dans les semaines à venir, avec un président qui va nous vendre le fait qu'il est très fort. Je souscris
complètement les propos d'Anne-Elisabeth. Je suis tout à fait d'accord avec elle. C'est un État qu'aujourd'hui, le seul bémol, c'est que nous, encore, on le considère effectivement comme un interlocuteur et il devrait ne plus l'être aujourd'hui de l'Union européenne et d'un certain nombre de pays. Ce soir, Juan José Dorado, l'Espagne en fait partie. L'Espagne en fait partie. D'ailleurs, l'Espagne s'intéresse beaucoup aux élections, enfin beaucoup, un peu de côté, parce que vous savez, nous, le principal problème, c'est la question de la désinformation et le rôle qu'a joué la Russie lors de la tentative d'indépendance de la Catalogne, d'ailleurs, qui va être donc investiguée par le Parlement européen. Donc, on suit les élections en Russie, mais en même temps, il faut savoir que la politique intérieure, et notamment avec une gauche, l'équivalent de Podemos, Sumar aujourd'hui, qui avait des positionnements plus proches de la Russie que de l'Ukraine, donc fait qu'effectivement une partie de la société s'intéresse, mais sans plus, parce qu'encore une fois, aujourd'hui, ce qui nous inquiète le plus, c'est justement cette campagne de désinformation qui existe de la part de la Russie en Espagne depuis des années et de l'appui aux indépendantistes catalans. Pour un Espagnol qui vit en France, Juan José Dorado, c'est quoi la culture française ? Alors, c'est quelque chose de très particulier parce pour nous, la culture française, c'est une référence. Déjà parce qu'effectivement, on a vécu, ça commence à dater, hein, il y a pratiquement 50 ans, une dictature qui a duré 40 ans et donc les intellectuels espagnols venaient en France et les Espagnols avaient un regard vers la France. Mais la culture française est beaucoup plus que ça parce que l'exception culturelle, c'est la France qui nous l'a appris. C'est vous qui investissez dans le monde de la culture. Vous savez, je regardais les budgets du ministère de la Culture français, c'était 11 milliards pour cette année. L'Espagne, c'est à peine 2 milliards. Donc, vous voyez la différence entre nos deux pays. Après, cette idée des capitales françaises de la culture, c'était encore une très bonne idée. Nous, on ne pourrait pas le faire parce qu'on est un pays très décentralisé. Donc, on voit mal, effectivement, aller célébrer la culture catalane à Séville. Ça ne passerait pas. Donc, vous voyez. Donc, c'est la réalité. Mais pour nous, la France reste quand même un référent. Pour nous, les Espagnols, mais pour nous, les Européens, de façon générale, puisque la fête de la musique, ça a été quand même une idée, une invention française. Avec Jack Lang, 1980. 20h, 21h, France Info, les informés, Victor Matet.